Le président Alassane Ouattara est rentré ce samedi à Abidjan en provenance du Nigeria où il a pris part à la cérémonie d'inauguration du stade international de Uyo. Le chef de l'État s'était envolé vendredi pour le Nigeria à l'invitation de son homologue Goodluck Jonathan. Ce samedi 8 novembre, journée mondiale de l'urbanisme, à l'occasion de la célébration officielle, les urbanistes ont invité les décideurs à prendre en compte dans leur politique le développement urbain durable. Et puis le SILA 2014 qui bat son plein ce samedi. La première dame Dominique Ouattara était parmi les quelques 20 000 visiteurs du salon. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara est de retour à Abidjan. Le chef de l'État revient du Nigeria où il a pris part à l'invitation du président Goodluck Jonathan à la cérémonie d'inauguration du stade international d'Ibom. Vous le savez, avant le Nigeria, le chef de l'État était à Accra au Ghana pour prendre part au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise du Burkina Faso et le virus Ebola. Le premier stade international d'Ibom au Nigeria, inauguré donc en présence du chef de l'État ivoirien, a eu une capacité de 30 000 places. Sur ce grand stade omnisport construit à Uyo, dans le sud-est du Nigeria, s'est disputé un match opposant les Super Eagles du Nigeria et les Black Stars du Ghana. Les Nigérians l'ont emporté 1-0. Viviane Aïma, notre envoyée spéciale. Alassane Ouattara, Goodluck Ebele Jonathan, même vision du développement de leurs États respectifs. La visite du chef de l'État ivoirien ce vendredi 7 novembre à Uyo, la capitale de l'État d'Akwa Ibom, pour prendre part à l'inauguration du premier stade international bâti dans cet État, joyau architectural d'une capacité de 30 000 places, en est une parfaite illustration. L'État d'Akwa Ibom, dans le sud-est du Nigeria, qui a pour capitale Uyo, est le 21e État du Nigeria dans l'ordre chronologique. Créé en 1987 par décret du président Ibrahim Babangida, Akwa Ibom fait partie de la riche région pétrolifère du delta du Niger. Mais malgré ses immenses potentialités, Akwa Ibom, tout comme les autres villes de cette grande région du sud-est du Nigeria, a longtemps été délaissée. Le président Goodluck Ebele Jonathan, depuis son accession à la tête de l'État fédéral, a entrepris de corriger cette disparité au plan national. C'est ainsi que grâce à la subvention qu'octroie désormais le gouvernement fédéral à Akwa Ibom et aussi grâce au dynamisme de son gouvernorat, cet État est en train de se doter en équipements modernes, ce qui fait d'Akwa Ibom la tête de file du développement désormais impulsé dans la région du delta du Niger. Le président de la République Alassane Ouattara, qui a entrepris depuis son accession à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire de promouvoir le développement égalitairement dans toutes les régions du pays, raison des visites d'État qu'il effectue dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, ne pouvait que se réjouir de prendre part à l'inauguration de cet important équipement social, comme il l'a dit à son arrivée à Uyo, où l'attendait à sa descente d'avion son ami et frère, le président Goodluck Ebele Jonathan, qui lui a souhaité la chaleureuse bienvenue. Le président fédéral du Nigeria avait à ses côtés le gouverneur de l'État d'Akwa Ibom, Chief Goodwill Obot Akpabio. Présent également pour recevoir le président de la République, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République fédérale du Nigeria et la République du Bénin, avec résidence à Abuja, son Excellence Kone Maman, épouse Touré, et l'ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire, son Excellence Ifeoma Hyacinthe Akabogu Shinyuba. La communauté des Ivoiriens résidant et travaillant au Nigeria a fait également le déplacement à Uyo. Après quelques heures de repos après son arrivée, c'est habillé en tenue de chef dans la tradition d'Akwa Ibom que le président de la République ainsi que les présidents Goodluck Jonathan, John Dramani Mahama du Ghana et le gouverneur de l'État d'Akwa Ibom se sont rendus au tout nouveau stade international d'Akwa Ibom pour procéder à son inauguration. La construction de ce stade de 30 000 places entièrement financé par le gouvernorat de l'État d'Akwa Ibom a coûté plus de 62 milliards de francs.
C'est une réplique réduite du stade du club allemand, le Bayern de Munich. Ce stade est le premier élément du complexe Omnisport qui va être édifié sur ce site de 32 hectares. C'est ensemble que les 3 chefs d'État et le gouverneur de l'État ont procédé à la coupure du ruban symbolique sous les yeux du nombreux public qui avait rempli le stade. Geste qui peut être considéré comme un hommage à la Côte d'Ivoire et à son président. C'est l'Abidjanaise qui a été le premier hymne national qui a retenti dans ce tout nouveau stade en ce jour de son inauguration. La fête fut belle et riche par sa diversité. Prestations d'artistes, parades. Akwa Ibom a présenté au monde son potentiel artistique, culturel, sportif, sa créativité. Et puis, clou de cette réjouissance, un match amical qui a opposé les Super Eagles à l'équipe nationale du Ghana. Match remporté par l'équipe du Nigeria par 1-0. C'est le président de la République qui a remis la médaille de consolation aux joueurs du Ghana. La cérémonie a pris fin tard dans la soirée. Le président de la République a regagné Abidjan. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lui aussi, est rentré de mission ce samedi. Le chef du gouvernement revient de l'Inde, où il a séjourné plusieurs jours dans le cadre du Forum économique mondial et du sommet économique indien. Daniel Kablan-Duncan rentre de l'Inde avec de bonnes nouvelles dans l'accroissement du volume des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Un volume estimé actuellement à 765 millions d'euros, soit environ 5 000 milliards de francs CFA. On écoute le chef du gouvernement. Nous avons été reçus par Madame le ministre en charge donc des Affaires étrangères et le vice-président en charge de l'Exim Bank. Ce qu'on peut retenir, c'est que Madame le ministre va venir en visite officielle en Côte d'Ivoire dans le cadre du premier trimestre de l'année 2015, que la commission mixte entre l'Inde et la Côte d'Ivoire va se tenir en janvier 2015 à New Delhi. Il y a des financements plus importants. Il n'y a pratiquement pas de plafond, ça dépend des dossiers. Et justement, beaucoup d'hommes d'affaires sont intéressés à faire des opérations en Côte d'Ivoire. Nous avons 8 groupes là qui vont venir entre, disons que fin novembre et le 15 janvier et qui sont intéressés par plusieurs secteurs, notamment le secteur des mines, notamment les manganèses, le secteur de l'agriculture, le dossier de l'anacar qui les intéresse particulièrement, le secteur de l'électricité. Il y a aussi le secteur des TIC. Et je pense en fait qu'il va y avoir un renforcement important de la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. En 2004, les échanges étaient de 9 milliards de francs CFA. En 2012, nous sommes montés à 375 milliards de francs CFA. Il est question de doubler ou de tripler ces échanges là-bas. L'Inde est le premier producteur mondial d'anacar, on est le deuxième. Et on ne transforme que 7,5% de notre anacar localement. Ils vont aider à une plus grande transformation ici. Dans le domaine de l'électricité, ils ont un savoir-faire, notamment donc dans le domaine du solaire et de la biomasse, utilisation donc des déchets végétaux. Il n'y a vraiment pas de secteur dans lequel ils ne sont pas. Et ils ont un intérêt particulièrement fort pour la Côte d'Ivoire, compte tenu justement de la politique que mène le président de la République pour les réformes. Ils ont appris que la Côte d'Ivoire figure 2 années de suite parmi les 10 pays réformateurs dans le monde. Propos recueillis par Léon Brou. Nous sommes le 8 novembre 2014 et c'est la journée mondiale de l'urbanisme, moment privilégié pour mettre en perspective le devenir des villes et des territoires. En Côte d'Ivoire, l'Ordre national des urbanistes se préoccupe de la planification urbaine et du développement durable. Les urbanistes invitent les décideurs à prendre en compte dans leur politique le développement urbain durable. Koné Pargassoro. Avec un taux d'urbanisation de plus de 50%, la Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus urbanisés d'Afrique de l'Ouest. Cette forte croissance pose aujourd'hui de nombreux problèmes.
À l'occasion de la Journée mondiale de l'urbanisme, célébrée tous les 8 novembre de l'année, l'Ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire entend sensibiliser les autorités et les décideurs sur le développement urbain durable. Objectif, offrir aux populations de meilleures conditions de vie. Nous allons bientôt essayer de nous investir dans des actions et activités de proximité dans les différents territoires humains, travailler de concert avec les décideurs, les populations et les acteurs économiques sur le terrain. L'Ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire a le soutien du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Les villes ne sont pas conçues par hasard. Il y a des gens, des spécialistes qui pensent les villes bien avant. Et ces spécialistes, on les appelle des urbanistes. Ce sont eux qui vont réfléchir longtemps à l'avance, 10, 20, 15 ans ou 30 ans même avant, où seront réalisées les voies structurantes dans la ville. Selon le Conseil de l'Ordre national des urbanistes ivoiriens, la Côte d'Ivoire était au début de l'indépendance à 80% de ruraux. Elle est passée successivement à 32% d'urbanisme en 1995, 39% en 1998 et à plus de 42% lors du dernier recensement de 1998. Des chiffres qui ont poussé l'Ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire à choisir ce thème de réflexion nationale de la Journée mondiale de l'urbanisme, planification urbaine et développement durable en Côte d'Ivoire. 4e jour du SILA 2014, le Salon international du livre d'Abidjan. Le thème cette année, c'est le livre au cœur de l'émergence. Ce samedi, 20 000 visiteurs se sont rendus au salon et parmi eux, la première dame, Dominique Ouattara. Ali Yarasouba. Dominique Ouattara, ambassadrice du livre et de la lecture. Pour associer l'acte à la parole, la première dame de Côte d'Ivoire s'est rendue ce samedi au Palais des Sports de Treichville, palais qui abrite le SILA 2014, le Salon international du livre d'Abidjan. La rencontre est essentiellement faite d'expositions. Exposition également du bibliobus de la Fondation Children of Africa, cette bibliothèque ambulante qui propose des ouvrages aux tout-petits en vue de susciter chez eux le goût de la lecture. La First Lady a fait le tour des 25 stands animés par les exposants, écrivains, maisons d'édition et partenaires du livre. J'ai été très honorée vu qu'elle est venue au stand de Neuilly Seda. Donc on lui a présenté également mon œuvre. Étant donné que c'est mon premier recueil de nouvelles, c'est une fierté de rencontrer la première dame du pays. C'est très encourageant pour nous. Déjà nous sommes là depuis l'année dernière. C'est la deuxième fois que nous venons. Pour une entreprise britannique en pays francophone, ce n'est pas très évident. Mais je pense que le fait qu'elle soit venue au salon donne un peu plus d'impact au salon. Nous espérons que l'année prochaine, nous recevrons M. le Président lui-même. Évoquant sa disponibilité à accompagner toutes les actions de promotion de la lecture, Dominique Ouattara s'est aussi prononcé sur les projets de Children of Africa qui prévoit pour bientôt plusieurs autres bibliobus. C'est vrai que dans la Fondation Children of Africa, vous avez une section éducation et nous défendons bien sûr beaucoup la lecture avec nos bibliobus. Vous avez pu en voir, il y en a un dehors. Nous en avons 3 qui tournent à travers la Côte d'Ivoire et nous allons recevoir 5 autres. Donc ce sera 8 au total pour le grand bonheur des enfants. Le Salon international du livre, c'est aujourd'hui 25 stands, 20 000 visiteurs à ce jour. Avance Lucien Agbouya, commissaire général du SILA 2014. La rencontre prendra fin ce dimanche. Il est désormais interdit d'utiliser, de produire, de commercialiser, d'importer les sachets plastiques en Côte d'Ivoire. La mesure entre effectivement en vigueur aujourd'hui. Le gouvernement a pris le temps d'informer et de sensibiliser les acteurs, mais ces derniers ont-ils pris des dispositions pour le respect de la mesure? Qu'en est-il sur le terrain? La mesure est-elle réellement appliquée? Élément de réponse avec Serge Gongoma. Les sachets plastiques sont dangereux pour l'environnement. Voulant donc réduire l'impact négatif de ces sachets sur notre environnement, le gouvernement avait pris des mesures dans le mois de novembre 2013 pour interdire leur utilisation en Côte d'Ivoire. En lieu et place, l'État a recommandé l'utilisation des sachets biodégradables et la date butoir d'utilisation des sachets plastiques a été fixée pour ce samedi 8 novembre. Alors, quelle est la situation au niveau des grandes surfaces commerciales? Nos magasins sont prêts puisque nous avons fait toutes les démarches nécessaires auprès de l'ensemble de nos personnels et dans l'ensemble de nos magasins, puisque nous avons des magasins sur Abidjan et sur l'intérieur. La mesure ne concerne pas tous les types de sachets. Elle vise essentiellement les sachets d'emballage de produits alimentaires.
Les sachets biodégradables seront vendus aux clients, mais le prix n'est pas encore déterminé. Pour l'heure, nous attendons le prix du sachet qui sera facturé aux clients. Nous n'avons pas encore le document officiel. Donc pour l'instant, nous attendons que ce document officiel nous soit remis par les autorités compétentes afin qu'on puisse l'afficher et que le consommateur puisse le voir. Néanmoins, depuis le mois de mars 2015, des sachets appelés bagues à pain sont utilisés dans le supermarché avec pour objectif de réduire le nombre de sachets plastiques ordinaires et leur impact sur l'environnement. Comment reconnaître les sachets plastiques autorisés ou biodégradables? Ces sachets ont une épaisseur supérieure à 50 microns et portent des étiquettes. Rappelons que la date d'interdiction avait été fixée pour le 23 novembre 2013 et reportée à la date du 22 mai 2014, puis différée de 6 mois à la demande des industries du sachet et de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, avec pour date butoir ce samedi 8 novembre 2014. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration a effectué récemment une visite de terrain sur ces sites situés à Bouaké. L'objectif de l'ADDR est de montrer à l'ensemble de ses partenaires le déroulement effectif du processus de désarmement, démobilisation et réintégration, le DDR. Visite guidée des sites dédiés au désarmement à Bouaké. Pour l'occasion, le directeur général de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, n'est pas seul. Plusieurs partenaires de l'opération l'accompagnent. Première étape, la 3e région militaire. Ici se trouve un site de désarmement fixe. Désarmement fixe se fait sur un endroit fixe comme son nom l'indique, à un moment donné et avec un groupe déterminé. Et nous l'avons monté l'atelier ici, à la 3e région militaire, pour qu'on voit le parcours de l'ex-combattant lorsqu'il va sur un site dédié au désarmement. Après le parcours du désarmement, place à la resocialisation de l'ex-combattant. Ici, on peut dire que c'est un moule dans lequel on met tout ex-combattant qui arrive. Et au sorti d'ici, l'objectif, c'est qu'ils changent de mentalité. Ils sont au départ, ils ont combattu. Donc, ils ont un bagage et on veut les décharger de ce fardeau-là. Tout ce qu'ils ont eu à subir, tout ce qu'ils ont eu à faire. Une manière d'aider l'ex-combattant à passer de la vie militaire à la vie civile. Pour cela, l'ADDR est soutenue par plusieurs partenaires dont l'ONUCI. Grâce à tous ces efforts conjugués, l'ex-combattant peut réaliser tout projet de son choix. Bruno Nabagné-Koné, le ministre des Postes et des TIC, vient de procéder à l'ouverture officielle du laboratoire de formation en fibre optique. C'est une salle entièrement équipée de matériel de technologie de pointe qui permettra de former les étudiants professionnels des TIC. Konaté Moussa, Franck Quadio. La fibre optique, une technologie pour mieux transmettre l'information sur les réseaux informatiques. Une technique qui exige une formation de pointe. Et justement, un laboratoire pour la formation et la certification vient d'être créé à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication. Il est question, dans la perspective du déploiement de la fibre optique en Côte d'Ivoire, de former des jeunes techniciens et cadres pour pouvoir assurer la maintenance lorsque les grandes entreprises qui mettent en place ce réseau de câbles de fibre optique-là seront partis. Des modules de formation conformes aux normes internationales, le laboratoire est conçu avec l'appui de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. Ce laboratoire, fruit d'une initiative publique-privée, vient à point nommé mettre à la disposition de notre secteur les experts et les compétences indispensables. Ce qui nous permet d'envisager avec optimisme l'avenir des importants investissements engagés en ce moment par l'État de Côte d'Ivoire. Grâce à ce partenariat, je n'ai aucun doute que la formation dispensée répondra aux besoins des entreprises qui utilisent la fibre optique. Je suis également convaincue que les diplômés n'auront aucune difficulté à trouver de l'emploi une fois leur diplôme en poche. 16 étudiants et professionnels des TIC ont été formés en juillet dernier
ils ont reçu leur certification. Jusqu'ici, la Côte d'Ivoire est épargnée par le virus Ebola et le pays met tout en œuvre pour l'éviter. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a inauguré aujourd'hui le nouveau centre d'appel 143. Ce nouveau centre d'appel équipé en matériel informatique et bureautique permettra au ministère de la Santé d'être plus outillé dans la sensibilisation contre ce virus qui a fait à ce jour près de 5000 morts. Le reportage de Roger Appé est commenté pour vous par Léon Brou. Créé en 2011 pour gérer les appels relatifs à la gratuité des soins, le centre d'appel 143 est désormais situé au sein de l'Institut national de santé publique, INSP, à Adjamé. Il est doté d'une salle d'écoute, une salle de garde, 12 téléphones, 6 box et des accessoires de bureau pour un financement de 16 millions de francs CFA de l'État. Ce renforcement de capacité pour permettre au centre d'appel 143 de répondre au mieux à sa nouvelle mission, centre des appels dans le cadre de la lutte contre Ebola. Nous nous sommes rendus compte que les appels devenaient de plus en plus importants et que les populations elles-mêmes n'arrivaient pas à joindre notre centre d'appel parce que nous n'avions en son temps que 8 lignes. Et nous avions franchement pratiquement 6 opérateurs. Nous avons réfléchi et nous sommes dit comment est-ce qu'on pourrait faire afin d'étendre un peu ce centre d'appel aux réponses inhérentes donc à la maladie à virus Ebola. Nous sommes passés aujourd'hui à 24 téléopérateurs et nous avons aujourd'hui 30 lignes. Ce qui va permettre à la population de pouvoir nous joindre plus facilement. Le nouveau centre d'appel 143 a aussi vocation de centre de prise en charge d'éventuels cas d'Ebola. C'est dans ce cadre que le groupe SIFCA lui a offert 20 thermomètres d'une valeur de 4 millions de francs CFA à l'occasion de son inauguration. Bec de lièvre, tumeur, voilà des maladies qui touchent bien de personnes en Côte d'Ivoire. Mais bonne nouvelle pour elle, l'ONG internationale Sourire un jour est depuis ce samedi à Abidjan pour tenter de leur redonner le sourire à tous ces malades en leur donnant l'opportunité de se faire opérer gratuitement. Christelle Onda, Yao, Victorine Yoboué. Attention, les images peuvent être insoutenables. Âme sensible, prière, s'abstenir. Pas de commentaires, ces images parlent d'elles-mêmes. Souffrant pour la plupart de tumeurs, de noma ou de bec de lièvre, ces personnes sont venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, avec un seul espoir, recouvrer la santé et vivre comme les autres. Il y avait un petit mot dedans, et puis il y a un os qui m'avait piqué dans ma gencive. Ça s'est développé comme ça. Ça me gêne beaucoup et ça fait qu'en classe même, bon, j'ai du mal, puisque si le professeur nous interroge, si tu lèves et puis tu as parlé, bon, comme tu n'es pas comme les autres, ça fait que tu as honte de parler. Si elle était bien guérie là, pour être parmi ses amis, ça allait beaucoup me plaire. Voilà pourquoi je cherche de l'aide pour que ma fille soit vite guérie. Elle doit aussi aller à l'école. Tous ces malades espèrent retrouver le sourire grâce à l'ONG Sourire un jour. C'est la 3e fois que cette ONG internationale, spécialisée dans la chirurgie réparatrice, offre gracieusement ce type d'intervention. Nous avons commencé en 2012 dans des conditions un peu difficiles parce que c'était exploratoire. Maintenant, nous savons à peu près la cartographie des malades. Et ceux qui sont avec nous, c'est des gens de cœur. Dans nos villages, on ne les voit pas beaucoup. Si vous allez dans les... Mais il y en a. Il faut savoir les trouver et les appeler pour qu'ils aient confiance qu'on peut les opérer gratuitement. Les précédentes interventions de cette ONG internationale ont permis de redonner déjà le sourire à plusieurs personnes. J'avais honte. Les gens me fuyaient, ça m'insultait, bon, les gens me parlaient mal. Mais maintenant qu'ils m'ont vu, maintenant, ça va. Les malades l'ont dit, ils sont souvent rejetés à cause de l'aspect dégradant de ces affections. Pourtant, personne n'est à l'abri. Le noma, on le sait, c'est des infections d'origine dentaire qui surviennent dans la prime enfance ou chez les bébés, qui provoquent des abcès qui vont donner des gangrènes de la face. Ça va provoquer un trou. Ça va enlever un gros morceau de tissu, ça peut être au niveau du nez, de la bouche essentiellement, et donc ça provoque des dégâts importants au niveau de la face. Des personnes comme cette jeune fille qui a cette tumeur, c'est pour des raisons souvent qu'on ignore. La tumeur se développe sans qu'il y ait de cause. Après ces consultations préliminaires, les interventions chirurgicales démarrent ce dimanche jusqu'au 16 novembre prochain.
Objectif, opérer une centaine de personnes souffrant de difformités maxillofaciales en Côte d'Ivoire. Tiemoko Yade Koulibaly, premier vice-président du Conseil économique et social, invite, mesdames et messieurs les conseillers économiques et sociaux à prendre part à la séance de travail qui aura lieu le jeudi 13 novembre à 10h à la salle des plénières de la dite institution. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient donc lieu de convocation individuelle. La première dame, Dominique Ouattara, à travers sa fondation Children of Africa, a fait des dons de kits scolaires aux écoles du département de Grand Laou. Une action saluée par les autorités locales et les bénéficiaires qui, eux, comptent en faire bon usage. Grace Kando, depuis Grand Laou. Les 86 écoles primaires du département de Grand Laou viennent de bénéficier de kits scolaires. L'initiative est de la fondation Children of Africa, une action saluée par le député maire de la localité et les bénéficiaires. Cette année, Grand Laou fait partie de cette belle initiative de la première dame. Nous sommes heureux. Je profite de l'occasion pour lui dire merci. Merci infiniment. Et lui dire que c'est un engagement fort que nous devons prendre pour soutenir également l'action de son époux, le chef de l'État, mais également son action. Je fais la promesse que ces kits seront utilisés de façon efficiente et à travers cela, nous espérons que les résultats scolaires en fin d'année seront améliorés. Une occasion mise à profit par les élèves pour exprimer quelques doléances. Nous n'avons pas d'électricité dans notre école. Les classes sont sombres quand il pleut. Nous n'avons pas d'eau courante dans notre école. On ne peut pas laver nos mains avant et après les baignes, alors que la maladie à virus Ebola est là. Des préoccupations prises en compte par le député maire Diajan. Il entend également réhabiliter toutes les écoles déjà existantes en vue d'offrir un cadre agréable aux élèves. Et dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, d'autres projets seront réalisés dans la localité. Il faut rappeler que le département de Grand Laou, pour la session 2014 du certificat d'études primaires élémentaires CPE, a fait un taux de réussite de 84,23%. Les autorités mexicaines ont pour la première fois laissé entendre que les 43 étudiants disparus dans le sud du pays étaient probablement tous morts. Les suspects de ce massacre qui a bouleversé le pays ont avoué les avoir tués et avoir brûlé leurs cadavres. Le ministre mexicain de la Justice, Jesús Murillo Caram, a présenté lors d'une conférence de presse ce scénario d'horreur, toutefois contesté par les parents des jeunes qui considèrent que ces aveux n'ont pas de valeur de preuve. Hier, vendredi, l'association Aquabaculture, initiatrice du prix Ivoire, a organisé à Abidjan, à l'occasion de la 7e édition, la cérémonie de remise du prix. Tout comme l'année dernière, c'est encore une femme qui s'est imposée. La Marocaine Baha Trabelsi a décroché la palme avec son recueil de nouvelles intitulé « Par les mois d'amour ». Elle a reçu les félicitations du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori-Soro. Par les mois d'amour, ce recueil de nouvelles de 124 pages, paru aux éditions La Croisée des Chemins, place Baha Trabelsi sur la première marche du podium. La Marocaine devient ainsi la lauréate du prix Ivoire 2014 de la littérature africaine d'expression francophone. C'est un recueil de nouvelles qui, comme son titre l'indique, essaye de parler d'amour, mais de mille et une façons, à travers une palette d'histoires. Je me mets dans la peau tour à tour d'un homme, d'une femme, et en essayant de raconter les affres de la passion. L'écrivaine marocaine a été saluée par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a marqué son intérêt pour le prix Ivoire et son admiration pour les écrivains. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandaman, a dit sa satisfaction aux initiateurs de cette plateforme qui rend hommage aux livres et à ses auteurs. La lauréate du prix Ivoire 2014 a reçu des partenaires de l'association Aquabaculture 2 500 000 francs CFA en espèces et des lots en nature.
Le prix spécial d'encouragement du jury est revenu à l'Ivoirienne Atita Ino avec son roman Le Grand Masque à Manti. Avec cette 7e édition, Isabelle Kassifofana, présidente de l'association Akorba Culture, entend continuer d'enraciner le prix ivoire sur le continent afin de contribuer à l'éclosion de talents et de belles œuvres littéraires. La rumba congolaise, sa splendeur, ses effluves, sa profondeur. C'est l'intitulé de l'ouvrage essai de Emmanuel Yao-Ngoran, ancien fonctionnaire international. L'auteur jette un regard optimiste, mais sans toutefois manquer d'être critique sur l'avenir de l'Afrique. Un essai qui se veut être la célébration de l'esprit créatif d'un peuple, le peuple congolais, un esprit créatif qui a su guider et enrichir à bien des niveaux un État-continent. Un modèle donc à suivre selon l'auteur que notre reporter Franck Quadio a rencontré pour vous. La rumba marquée par la fraternité, l'excellence conjuguée dans le cercle familial pour porter la mélodie dans les liens affectifs. Des lignes parcourues et la rumba congolaise exprimée sur papier. La rumba congolaise, sa splendeur, ses effluves, ses profondeurs passées au crible. L'essai est réussi par Emmanuel Yao-Ngoran, ancien fonctionnaire international. J'ai choisi d'écrire ce livre pour marquer un témoignage, une reconnaissance au Congo, au bassin du Congo, à travers la vibrance de la musique rumba. Le livre est un document de référence. Origine de la rumba congolaise, ses influences et une philosophie, la résilience ou la capacité du noir à pallier ses insuffisances. Cette résilience africaine qui est la capacité d'endurance, je le répète, des peuples africains qui ont subi, mais sans rompre. Emmanuel Ngoran, un écrivain donc engagé à travers la rumba. Et quid de l'héritage laissé par Franco, Taboulé et autres qui reviennent de temps en temps, même lorsqu'ils s'attellent, s'adonnent à la world music, ils reviennent à la rumba fondamentale. 236 pages cadencées. La rumba congolaise, sa splendeur, ses effluves, ses profondeurs se laissent lire et même partager. L'auteur n'est pas que congophile. Il a aussi écrit sur son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, 2 autres ouvrages. Fin de ce journal, on se retrouve demain. En attendant, l'information continue sur notre portail internet rti.ci. Merci de votre fidélité à notre chaîne.